Je viens de tuer 4 personnes. C'est comme ça que cette histoire commence. Pas avec une fuite, pas avec une panique, mais avec un appel parfaitement calme à la police. Et le plus dérangeant, c'est que ce massacre n'est pas le résultat d'un imprévu. Il est le résultat d'un choix. Celui de laisser un homme dangereux retourner vivre avec des enfants. Alors la vraie question, ce n'est pas qui l'a fait, mais qui a laissé faire. Salut, c'est le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle enquête criminelle où on va découvrir que la famille, c'est peut-être pas aussi gentil que ce qu'on croit. Franchement, c'est quoi cette époque où tout le monde se massacre? C'est ce que tu dois te dire, pourtant dans les années 20, il y avait déjà des meurtres entre membres d'une même famille. À moins que ce soit un complot. C'est ce que June va essayer de découvrir. C'est qui June? C'est le personnage principal du jeu June's Journey, qui est le sponsor de cette vidéo. Dans le jeu, tu vas incarner June Parker. Sa sœur a été assassinée, sauf que toute l'histoire est un peu bizarre, alors elle veut comprendre ce qui s'est réellement passé. Elle va mettre son nez partout pour découvrir la vérité. Heureusement pour elle, dans les années 20, il n'y avait pas internet et elle aura pas à fouiller dans des historiques de détraqués. Donc elle va faire à l'ancienne, en cherchant des indices, notamment des objets cachés. Et c'est toi qui vas les dénicher pour mettre la main sur les indices et résoudre des énigmes vraiment bien foutues. Le décor des années 20 est hyper immersif, l'histoire est vraiment prenante, c'est un vrai thriller, une vraie enquête, j'étais à fond dedans. Tu peux développer ton propre monde en construisant ton univers au fur et à mesure sur ton île privée. C'est là qu'on se rend compte qu'on est dans un jeu. Mais tu peux tout faire, mettre des statues, créer des nouveaux chemins, creuser un bassin, bref, tout ce que tu peux pas faire chez toi. Et c'est pas juste pour faire beau, ça te permet d'avancer dans l'histoire en débloquant de nouveaux chapitres et donc d'attraper le coupable plus vite. Le jeu m'accompagne pour me reposer un peu, je lance une petite mission pendant 10-15 minutes, je découvre des indices, je construis mon manoir et c'est top pour se détendre. Ce qui est génial, c'est que le jeu ne tourne jamais en rond grâce à l'enquête déjà, mais aussi parce que t'as des petites scènes exclusives, des récompenses spéciales et plein de choses à découvrir tout le temps. Maintenant, c'est à ton tour de découvrir qui a tué la sœur de June et d'embarquer dans ce monde mystérieux. Clique sur le lien dans la description ou scanne le QR code à l'écran, le jeu est totalement gratuit au téléchargement. Il est dispo sur Android, iOS et même PC. Si t'aimes les enquêtes criminelles et j'en doute pas, si t'es là, ce jeu est fait pour toi, tu vas adorer. Le 19 septembre 2021, à 7h26 du matin, un Britannique appelle le numéro d'urgence 999 pour révéler calmement au standardiste qu'il vient de tuer 4 personnes. Et malheureusement, c'est pas du tout un canular. Le pire dans tout ça, c'est probablement que ce massacre aurait pu être évité. Mais pour comprendre pourquoi, et surtout ce qui s'est passé dans les heures qui ont précédé, faut revenir à la veille. Le 18 septembre 2021, Terry Harris a 35 ans. Cette mère célibataire vit à Killamarsh, un petit village tranquille du Derbyshire en Angleterre, juste à la périphérie de Sheffield. Terry élève seule ses 2 enfants, John Paul et Lacey Bennett, qu'elle a eu avec son ex-compagnon Jason. Leur relation n'a pas marché, mais ils sont restés en bons termes pour le bien de la famille qu'ils avaient construite ensemble. Jason voit régulièrement John Paul et Lacey, et Terry fait tout pour que leurs enfants grandissent dans un environnement stable malgré leur séparation. Tous ceux qui la connaissent disent la même chose, à savoir que c'est une mère fantastique. Terry ferait n'importe quoi pour John Paul et Lacey, si ça pouvait leur éviter de souffrir. Un dévouement sans borne dont elle fait aussi preuve dans le cadre professionnel. Elle est aide-soignante, un métier qui lui va comme un gant vu qu'elle aime prendre soin des gens, être utile et aider. Autant dire qu'elle n'était pas taillée pour la politique. Terry est sociable, toujours prête à rendre service à autrui et sa relation avec sa propre mère, Angela Smith, est particulièrement fusionnelle. Elles ne sont pas juste mère et fille, elles sont meilleures amies. Elles se parlent tous les jours, se voient régulièrement et partagent tout. Terry mène une vie dont le luxe et l'extravagance sont absents. Son existence est simplement centrée sur ses enfants et leur bonheur. Elle habite une petite maison mitoyenne au 56 Chandos Crescent, dans un quartier résidentiel plutôt calme. C'est un endroit sûr, paisible et bien fréquenté, où John Paul et Lacey s'épanouissent pleinement. Sûr et paisible, au début d'une vidéo true crime, on connaît la suite. Le fils de Terry a 13 ans, et en dépit de son jeune âge, c'est pas le genre d'adolescent qui cherche à attirer l'attention sur lui. Au contraire, il est posé et réfléchit avant de parler autant qu'il observe avant d'agir. Il est populaire à l'école et surtout, il adore le football. Il joue régulièrement et rêve de devenir professionnel un jour. C'est un supporter de Sheffield Wednesday qui ne rate jamais une occasion d'en parler. Mais au-delà de tout ça, c'est aussi un grand frère protecteur pour Lacey. Lacey, justement, c'est l'exact opposé de son frère. Elle est extravertie, pétillante et pleine de vie. Dans la famille, on la surnomme affectueusement la reine de TikTok, parce qu'elle passe son temps à publier des vidéos sur la plateforme. Elle vient juste d'entrer au collège, une nouvelle étape qui représente un grand changement pour elle. Le 18 septembre 2021, John Paul et Lacey organisent une vente de sucreries avec Connie Gant, la meilleure amie de celle-ci, également âgée de 11 ans. Une petite table est installée devant la maison familiale et ils y disposent bonbons, biscuits, sucettes et gâteaux. Les 3 enfants vendent tout ça dans le but de récolter de l'argent pour Cancer Research,
une association caritative qui lutte contre le cancer. John Paul et Lacey ont récemment rencontré un malade dans leur quartier, et sa situation les a touchés. Donc ils ont décidé d'agir, et d'essayer de faire quelque chose à leur niveau. Quand Connie a su que sa meilleure amie prévoyait de le faire, elle a immédiatement décidé de participer. Elle et Lacey sont inséparables depuis qu'elles se connaissent. Les soirées pyjama chez l'une ou chez l'autre sont devenues une routine. Et justement, ce week-end de septembre, Connie dort chez Terry pour passer un maximum de temps avec Lacey. Au départ, elle ne devait rester qu'une nuit, le vendredi soir. Mais bon, le samedi matin venu, les filles s'amusent tellement qu'elles ne veulent pas se séparer. Elles demandent alors à ce que leur soirée pyjama soit prolongée d'une nuit supplémentaire. Et la mère de Connie accepte sans hésiter. Le samedi 18 septembre 2021 se déroule comme n'importe quel samedi. Les enfants tiennent leur stand pendant quelques heures dans l'après-midi et discutent avec les voisins qui passent. En fin d'après-midi, ils rangent tout et rentrent à la maison, pendant que Terry prépare le dîner pour tout le monde. John Paul, Lacey et Connie jouent dans le salon, regardent la télévision et discutent de leur journée. Puis vers 20h, ils rejoignent Terry pour manger. Rien d'extraordinaire au menu. On est en Angleterre, je vous rappelle. Ce sera juste un repas simple pris dans une ambiance chaleureuse. Après le dîner, les trois enfants regardent peut-être un film ou une série ensemble. Fidèles à leurs habitudes, Lacey et Connie montent à l'étage pour faire quelques TikTok ensemble et s'amuser. Vers 21h30, Terry leur dit qu'il est l'heure de se calmer et d'aller dans leur chambre. Une consigne respectée vu que tout le monde se prépare à aller au lit. En gros, c'est un samedi soir ordinaire dans une famille qui l'est tout autant. Seulement, dans quelques heures, Terry et les enfants seront tous morts. Parce que ce soir-là, il y a quelqu'un d'autre avec eux. Quelqu'un que le système a placé chez une mère de famille en dépit d'un historique de violence long comme le bras. Quelqu'un qui n'aurait jamais dû être là, ni même pouvoir mettre un pied dans la maison. En avril 2020, le monde entier est en confinement à cause des mangeurs de chauves-souris ou des laboratoires qui laissent s'échapper des maladies exprès. Je vous laisse choisir la théorie qui vous plaît. Quoi qu'il en soit, les gens sont cloîtrés chez eux. Les contacts sociaux se limitent à des appels vidéo, et les nouvelles connaissances se font principalement en ligne. C'est dans ce contexte que Terry, resté célibataire depuis sa séparation avec le père de ses enfants, décide de tenter sa chance sur une application de rencontre. Elle veut trouver l'amour, quelqu'un avec qui partager sa vie. Un homme qui pourrait être un beau-père convenable pour John Paul et Lacey. Trouver ça sur une appli? J'espère qu'elle avait droit à 3 vœux. C'est dans ce contexte que Terry match avec un dénommé Damien Bendel. Il a 31 ans et vit à Swindon dans le Wiltshire, à environ 250 km de qui la marche. Terry est immédiatement séduite par son profil. Damien a l'air charmant, il écrit bien et surtout, il dit chercher la même chose qu'elle. Très vite, après le début de leurs échanges, il commence à la bombarder de messages, d'attention et de compliments. Entre eux, c'est intense, rapide et surtout très grisant. Donc, c'est sans réelle surprise que Terry tombe sous le charme de Damien. Après quelques semaines d'échanges en ligne, il fait le trajet jusqu'à Killamarsh pour la rencontrer en personne. Le week-end se passe bien. Damien est attentionné, drôle et très présent pour une Terry déjà complètement conquise. Alors il revient le week-end suivant, puis celui d'après, et quelques visites plus tard, il ne repart tout simplement pas. Il emménage chez Terry avec elle et ses 2 enfants. Ça va très vite, trop sûrement. Parce que même si elle est heureuse, il s'avère qu'elle ne connaît pas Damien aussi bien qu'elle le pense. Ce qu'elle ignore, c'est qu'il a un passé criminel violent, qui remonte sur 16 ans. En janvier 2004, dès l'âge de 13 ans, Damien a été réprimandé pour dégradation après avoir jeté un œuf sur la maison d'une femme. En 2011, il écope de sa première peine de prison. 3 ans ferme pour avoir brutalement volé un homme solitaire. Puis en 2015, nouvelle condamnation. 3 ans pour tentative de vol à main armée avec un couteau dans un bureau de tabac. Cette même année, alors qu'il est incarcéré, Damien agresse brutalement 2 gardiens de prison, après s'être vu refuser un transfert d'établissement. Pour cette attaque, il est condamné pour coups et blessures graves. Une ex-compagne a également porté plainte contre lui, pour violence domestique. Un agent de probation l'a d'ailleurs décrit dans un rapport comme quelqu'un de froid, calculateur et plutôt psychopathe. Ok... Pourquoi il est dehors alors? Bon, évidemment, quand Damien rencontre une femme, il n'étale pas le contenu de son casier judiciaire. Donc Terry sait rien de tout ça quand il pose ses valises chez elle. Après son emménagement, la famille et les amis de la maman remarquent un changement. Son comportement évolue, et pas en bien.
vu qu'elle est à présent plus distante et renfermée qu'avant. Angela, la mère de Terry, a rapidement un très mauvais pressentiment au sujet de Damien. Et faut dire qu'il fait pas dans la finesse s'agissant de la violence. Il la cache même pas vraiment. Un jour, Angela discute avec Terry de son chien, qu'elle vient de faire euthanasier parce que le montant de ses factures vétérinaires était trop élevé. Damien, présent à ce moment-là, raconte alors qu'un de ses amis avait lui aussi eu un chien, et qu'il ne pouvait pas non plus payer pour le faire soigner. Un problème que le compagnon de Terry a réglé à sa façon, en éclatant le crâne de la pauvre bête avec une brique. Une précision qu'il a délivrée très tranquillement, comme si c'était normal. Et si ça, c'était bien dérangeant, c'est pourtant que le début. Angela remarque qu'il n'y a pas que le caractère de Terry qui change. Elle se transforme aussi physiquement. Sa fille, qui avait à la base un style vestimentaire assez sobre, voire un peu garçon manqué, commence peu à peu à mettre des hauts décolletés et se teindre les cheveux, comme si elle essayait de devenir quelqu'un d'autre pour plaire à Damien, quand bien même il affiche de son côté un comportement de plus en plus inquiétant. Il est devenu ouvertement instable, violent et consomme de la drogue. Et il redevient lui-même, quoi. Terry doit même demander à sa mère de la peinture pour pouvoir faire des retouches sur une porte parce que Damien l'a défoncé sur un coup de sang. Ulcéré de voir cet homme clairement toxique asseoir son emprise sur sa fille, Angela met un ultimatum à cette dernière. C'est lui ou sa famille. Pour rassurer sa mère, Terry promet de rompre avec Damien. Mais elle ne le fait pas, parce qu'elle ne le peut pas. Il la contrôle déjà trop pour qu'elle puisse y parvenir. Et Angela, de son côté, ne peut se résoudre à couper les ponts avec elle. Pendant ce temps, Damien retombe tranquillement dans la criminalité. En mai 2020, il met le feu à une voiture qu'il avait tenté de voler à Swindon. Après avoir allumé cet incendie, il est recherché par la police. Mais il n'est pas arrêté immédiatement. Donc il continue de vivre avec Terry et ses enfants comme si de rien n'était. En janvier 2021, ils emménagent tous ensemble dans la nouvelle maison au 56 Chandos Crescent à Killamarsh. L'actuelle maison de Terry qui représentait initialement un nouveau départ pour la petite famille recomposée. Elle espère qu'après ce déménagement, les choses vont s'arranger. Mais Damien ne change pas. Au contraire même, vu que Terry commence à vendre ses affaires personnelles. Sa mère a l'intime conviction que c'était pour avoir de l'argent à donner à son compagnon afin qu'il puisse s'acheter de la drogue. Les proches de Terry la voient se détruire sous leurs yeux. Mais étant donné que c'est une femme adulte, ils peuvent rien faire pour l'éloigner de ce monstre. Ça doit être sa décision. Et tristement, elle n'a pas toutes les cartes en main pour pouvoir la prendre. En septembre 2021, les choses se corsent encore. Terry annonce une importante nouvelle à une amie. Elle est enceinte de son 3e enfant, conçu avec Damien. Pour la mère de famille, c'est peut-être un signe qu'il va enfin évoluer pour devenir quelqu'un de responsable. Et c'est vrai que Damien a l'air enchanté par l'heureux événement à venir. Il parle beaucoup du bébé à naître et se dit excité à l'idée de devenir père pour la première fois. Seulement, pendant que Terry planifie un avenir à 5, le système de justice britannique est en train de prendre une décision qui va sceller le sort de toute sa famille. En juin 2021, Damien est finalement jugé pour l'incendie criminel de mai 2020. Selon ses propres dires, il a mis le feu à ce véhicule en particulier parce que c'était celui de son ex-copine, et qu'elle l'aimait plus qu'elle l'a aimé lui. En gros, il était jaloux de la voiture. Là, c'est obligé de mal finir. Le 9 juin 2021, le juge le condamne à une peine de 17 mois de prison avec sursis, assortie d'une assignation à résidence sous surveillance électronique. Entre certaines heures, il doit maintenant rester au domicile de Terry. Quand Damien se présente à son rendez-vous pour qu'on lui installe son bracelet électronique, il dit à l'agent que « Si cette relation tourne mal, je vais assassiner ma petite amie et les enfants ». La femme est choquée par ces paroles et le fait que son expression faciale n'ait pas du tout changé quand il les a prononcées. Sauf qu'elle pense que Damien n'est rien de plus qu'un mec qui dit les conneries qui lui passent par la tête. Donc elle en parle à personne. Faut dire que ça doit pas être le premier qu'elle croise vu son métier. Seulement ce jour-là, elle s'est lourdement trompée. Parce que 3 mois plus tard, Damien va mettre ses menaces à exécution. Le 18 septembre 2021, dans la soirée, tout semble paisible dans la petite maison de Chandos Crescent. Seulement, Damien a un problème. Il est en train de redescendre de l'euphorie apportée par sa dernière dose de cocaïne. Et il en veut plus. Ou plutôt, il a besoin de plus. Vers 21h42, Damien essaie de contacter son dealer. Il veut acheter plus de drogue, mais il ne parvient pas à le joindre. Personne ne répond à ses appels. Rongé vivant par sa frustration, il devient alors de plus en plus agité et nerveux. Il est en manque, instable et imprévisible. C'est à ce moment-là
que quelque chose bascule dans sa tête. Après être tombé sur le répondeur de son dealer, Damien prend un marteau qui se trouve dans la maison. Un objet lourd, fait de métal, avec une tête d'un côté et une griffe de l'autre pour arracher les clous. Un outil conçu pour le bricolage, que Damien prévoit d'utiliser d'une toute autre façon. Une fois le marteau en main, l'homme se déplace de pièce en pièce dans la maison. Il trouve Terry et Lacey ensemble dans la chambre parentale. Connie, venu pour une soirée pyjama, est dans une autre chambre. John Paul, lui, se prépare à prendre sa douche. Il est nu dans la salle de bain. En progressant dans les pièces, il frappe chaque personne qu'il croise à la tête et sur le haut du corps. Avec le marteau, Damien porte des coups avec une force extrême, bien au-delà de ce qui est nécessaire pour causer la mort d'une personne adulte. Le marteau s'abat sur la tête de Terry au moins 9 fois. Presque toutes les victimes essaient de se défendre, mais les attaques de Damien sont d'une telle férocité qu'elles fracassent le crâne de ceux qui les subissent. Et c'est pas tout. Damien traîne Lacey au rez-de-chaussée et la viole dans le salon. Pendant qu'elle agonise. Elle survit entre 30 minutes et 1 heure après avoir été violemment frappée à la tête. Elle est inconsciente, mais toujours en vie. Puis Damien ramène son corps à l'étage, dans la chambre parentale, près de celui de sa mère. Là, il l'agresse sexuellement à nouveau, tout en serrant une ligature autour de son cou, ce qui la tue à petit feu, dans l'horreur la plus totale. Lacey subit des sévices immondes avant de s'éteindre, et vers 22h, les 4 victimes sont décédées. Terry Harris, 35 ans, John Paul Bennett, 13 ans, Lacey Bennett, 11 ans, et Connie Gent, 11 ans. Après les avoir tués, Damien continue. Il s'empare de la Xbox de John Paul, puis commande un taxi pour Sheffield, une ville voisine. Durant le trajet, le chauffeur lui demande ce qu'il a fait ce soir. Ce à quoi Damien répond calmement qu'il s'est juste détendu en famille. Une fois arrivé à Sheffield, plus précisément à Woodhouse, il échange la console de jeu de l'adolescent de 13 ans, qu'il vient de massacrer, contre de la cocaïne. Le taxi fait au moins 2 allers-retours entre Killamarsh et Sheffield cette nuit-là. Vers 22h50, un appel est passé depuis le téléphone de Terry vers celui de Lacey. C'est probablement Damien, qui essaie de localiser tous les appareils après être revenu dans la maison, où gisent les corps de Terry, John Paul, Lacey et Connie. Et il y passe visiblement toute la nuit, étant donné qu'il ne ressort que le 19 septembre vers 7h du matin, pour se rendre dans un magasin local afin d'acheter du tabac. Les caméras de surveillance filment Damien alors qu'il entre calmement dans la boutique et prend place dans la file d'attente. Il a l'air parfaitement normal. Il est vraiment comme n'importe quel client qui vient dimanche matin. Bon, à partir de maintenant, je me méfie des gens dans la queue. Après ça, Damien rentre chez Terry et se blesse volontairement avec un couteau à pain. Il se coupe au thorax et à l'abdomen, sauf que toutes ces entailles sont superficielles. À 7h26, Damien appelle sa mère pour lui dire ce qu'il vient de faire. Inquiète pour son fils qui vient de se blesser, elle contacte immédiatement la police, sans savoir qu'en parallèle, ce dernier appelle également la police. C'est là qu'il dit au standardiste qu'il veut signaler un crime, en précisant qu'il a besoin de la police et d'une ambulance, parce qu'il vient de tuer 4 personnes. Damien ajoute qu'il ne sait pas pourquoi, et que c'était comme s'il était à l'extérieur de son corps, en train de regarder ce qu'il faisait. À 7h39, 2 agents de police arrivent au 56 Chandos Crescent. Ils trouvent Damien, debout, devant la maison. Ses blessures auto-infligées au couteau sont visibles sur son torse. Il déboutonne d'ailleurs son manteau pour les montrer aux policiers. Puis il leur dit très calmement qu'il sait ce qui va se passer, et qu'il va retourner en prison de nouveau. Les agents lui demandent s'il pense avoir tué sa famille à l'intérieur de la maison. Damien répond qu'il ne pense pas les avoir tués. Il les a tués. Il précise qu'il y a un corps dans la salle de bain, 2 dans la chambre parentale, et un 4e dans une chambre adjacente. Il n'y a aucune émotion dans sa voix. Il est évident qu'il n'éprouve aucun remords. Damien évoque un massacre comme s'il parlait de la météo. Les policiers entrent dans la maison, et leur caméra corporelle enregistre tout. Ils trouvent un marteau ensanglanté et un miroir positionné de telle manière que Damien pouvait possiblement voir ce qu'il faisait. Il y a du sang partout à l'intérieur. La voix de l'agent qui découvre les corps se brise quand il constate l'horreur des crimes commis par Damien. Il est immédiatement arrêté, puis emmené au commissariat de Ripley pour être interrogé. Quand les policiers le questionnent, il décrit froidement ce qu'il a fait. Puis il ajoute « Vous avez probablement pas souvent 4 meurtres à Killamarsh. Enfin 5 en fait,
parce que Terry attendait un bébé. Les policiers n'en reviennent pas. Damien dit qu'il avait consommé 3 à 4 sachets de drogue et qu'il a fait un blackout. Comme si on s'en doutait pas déjà, il mentionne aussi qu'il n'a que peu d'empathie pour les autres et qu'il aurait pas dû prendre des médicaments avec de la drogue. Il révèle également qu'il a un trouble de personnalité dissociative. Quelques jours plus tard, le 25 septembre 2021, alors qu'il est détenu à la prison HMP Wakefield, Damien raconte à un gardien qu'il a tué sa copine, ses enfants et l'ami de sa fille qui était là pour une soirée pyjama. Il précise qu'il a utilisé un marteau et qu'il y avait du sang partout sur les murs. Les autopsies effectuées dans les jours suivant les meurtres prouvent que Terry était bel et bien enceinte d'environ 10 semaines au moment de sa mort. Un test de paternité effectué post-mortem permet quant à lui de confirmer que Damien était effectivement le père du bébé à naître. Ce sont donc pas 4 vies, mais 5 qui ont été volées en une seule nuit de violence absolue et gratuite. Un drame qui aurait pu en réalité être évité. Il s'avère qu'entre juin et septembre 2021, le service de probation a accumulé les erreurs. Il en a commis 57 pour être exact. Le système a eu 57 occasions de sauver Terry et ses enfants. Quelqu'un aurait dû dire stop à 57 reprises, mais personne l'a fait, avec les conséquences dramatiques qu'on connaît. Des conséquences on ne peut plus rageantes quand on sait de quel type d'erreur il s'agit. L'enquête policière concernant les meurtres est simple et rapide. Damien a avoué immédiatement, et il n'y a aucun doute sur sa culpabilité. Mais pendant que la police rassemble les preuves pour le procès, une autre enquête commence, celle de l'inspectorat de la probation britannique, un organisme indépendant chargé de surveiller le travail du service de probation. Le Lord Chancelier et secrétaire d'État à la justice demande à l'inspecteur en chef de la probation de mener une enquête indépendante sur ce cas, parce qu'il y a des questions qui hantent tout le monde. Comment un homme comme Damien Bendel, qui a un historique de violence remontant à 2004, a-t-il pu être assigné à résidence chez une mère de 2 enfants ? Comment un système censé protéger les gens a-t-il pu mettre 4 personnes en danger ? Revenons en arrière, et plus précisément en juin 2021, 3 mois avant les meurtres. Damien doit comparaître devant la Swindon Crown Court pour l'incendie criminel de mai 2020. Mais avant le procès, un agent de probation est chargé de rédiger un rapport présententiel pour aider le juge à décider de la peine. Sauf que celle qui est chargée de l'écrire s'y prend très mal, notamment parce qu'elle prend les déclarations de Damien pour argent comptant. Il lui dit avoir trouvé un emploi d'ouvrier du bâtiment et avoir une masse au cerveau. Des choses que l'agent de probation note dans son rapport, sans effectuer aucune vérification. Damien soutient aussi qu'il joue un rôle important dans l'éducation des enfants de Terry. Mais personne prend la peine de demander à leur mère si c'est la vérité. Évidemment, c'est un énorme mensonge. À la maison, il était aussi utile qu'un député. L'agent de probation n'a pas non plus fait la moindre recherche sur les antécédents de violence domestique de l'accusé. Pourtant, une ex-compagne de Damien a porté plainte contre lui pour cette raison. Donc cette information est forcément quelque part dans son dossier. L'unité d'exploitation sexuelle des enfants a même mené des investigations sur lui concernant un contact inapproprié avec une jeune fille placé en famille d'accueil. En gros, tout est dans le système, mais personne ne consulte ces informations. L'agent de probation commet même une faute plus grave encore. Elle coche la case visant à confirmer que des vérifications ont bien été faites auprès de la protection de l'enfance, alors que c'est faux. Le rapport indique également que Damien se présentait comme un ancien combattant de MMA et qu'il prétendait être un membre haut placé de l'Aryan Brotherhood, un gang suprémaciste blanc violent. Il affirmait même avoir 2 tatouages inspirés du parti politique d'un petit Allemand tout énervé des années 40. Damien est réputé pour raconter des histoires. Toujours est-il qu'aucune demande n'a été faite auprès de la police pour déterminer si ces déclarations étaient vraies ou non. Finalement, le rapport de l'agent classe Damien comme présentant un risque moyen pour le public et un risque faible pour ses partenaires et les enfants. C'est là qu'émerge le détail le plus accablant dans cette histoire. Ce rapport de juin 2021 est en réalité le 12e rapport de probation établi au sujet de Damien Bendel. Les 11 rapports précédents l'avaient tous classé comme présentant un risque élevé. Il existe 11 rapports, tous unanimes, sur le fait qu'il est dangereux. Mais l'agent qui rédige le 12e ne prend pas le temps de lire les 11 autres. Elle n'a pas que ça à faire. Il y a une pile de dossiers qui attend, donc elle expédie la chose. C'est sur la base de ce rapport foireux que le juge de la Swindon Crown Court condamne Damien à 17 mois de prison avec sursis pour l'incendie criminel. Il lui impose également une assignation à résidence de 5 mois,
en surveillance électronique au domicile de sa compagne. Ah oui, et avant de le renvoyer là-bas, personne ne demande à Terry si elle est d'accord, ou ne l'informe que l'homme qui réside chez elle, au contact de ses enfants, a un casier judiciaire et vient d'être condamné. Le dossier de Damien est ensuite transféré du service de probation de Swindon dans le Wiltshire à celui de East Midlands dans le Derbyshire. À partir de ce moment-là, les choses empirent. Le cas de Damien est confié à 2 agents de probation insuffisamment qualifiés et expérimentés. L'une d'entre eux est une jeune femme asiatique qui n'a fait que 6 mois dans le service de probation. Une allocation particulièrement inappropriée étant donné que Damien a des antécédents de crimes violents contre des hommes asiatiques. Quoi qu'il en soit, les 2 agents acceptent l'évaluation des risques initiales sans la remettre en question. Risque moyen pour le public, risque faible pour les enfants. Ils notent ça et continuent. À ce stade, même ChatGPT aurait fait une meilleure évaluation. Pendant les 3 mois qui suivent, entre juin et septembre 2021, Damien donne plusieurs signaux d'alarme. Le 2 août, il recommence à boire de l'alcool et avoue à ses agents de probation qu'il fume à nouveau du cannabis. Il mentionne même qu'il a vu une bouteille de rhum à 65 degrés dans un magasin du coin et qu'il envisage de l'acheter. Une information capitale qui n'est pourtant jamais transmise à la travailleuse sociale spécialisée dans les dépendances. À partir du mois de juillet, Damien manque au moins 5 rendez-vous avec le service de traitement des addictions. Il donne des excuses différentes à chaque fois. Pas d'argent, pas de moyens de transport, blablabla. Ces absences répétées auraient dû déclencher une révision de son niveau de risque. Mais ça s'est jamais produit. La travailleuse sociale finit par rencontrer Damien le 17 septembre 2021. Elle le classe comme présentant un risque élevé pour lui-même et les autres, parce qu'il lui a parlé de son historique de violence et de la possibilité qu'il commette d'autres crimes. Malgré tout, la travailleuse sociale ignore tout de sa consommation actuelle d'alcool et de drogue. Si elle avait eu ces informations, elle aurait pu soumettre Damien à un alcotest lors de leur rendez-vous. Après ça, il aurait été sûrement possible de comprendre qu'il avait une dépendance à l'alcool. Elle aurait peut-être changé le traitement de Damien et ses objectifs. Mais laissée dans l'ignorance par les agents de probation, elle pouvait pas prendre les mesures nécessaires. 3 mois plus tard, Damien passe à l'acte. Et comme il l'avait dit à l'agent qui lui a fixé le bracelet, il tue sa petite amie, ses 2 enfants, et même une amie de la fille de Terry. En janvier 2023, 15 mois après les meurtres, l'inspectorat de la probation publie son rapport. Un document pour le moins accablant. L'évaluation et la gestion de Damien par les services de probation à chaque étape, du rapport initial au tribunal à sa supervision dans la communauté, était d'un niveau inacceptable, bien en deçà de ce qui était requis. Le rapport souligne un manque de curiosité professionnelle, parce qu'il est clair que les praticiens de la probation auraient dû s'assurer de la véracité des déclarations de Damien. En lieu et place de quoi, ils l'ont écouté sans broncher, et n'ont gardé que l'image qu'il voulait bien donner de lui-même. Le rapport préconise 17 recommandations d'amélioration au ministère de la Justice, au service de probation et au service des tribunaux. Toutes sont acceptées. Pour finir, il soulève un point crucial. Si Damien avait été correctement évalué, c'est-à-dire comme présentant un risque élevé de préjudice grave, une assignation à résidence aurait probablement été jugée inappropriée. En plus, son dossier aurait été confié à des agents de probation plus expérimentés, en mesure de traiter efficacement son cas. Pour conclure, la sécurité de Terry et de ses enfants n'a pas été dûment prise en considération. En octobre 2023, 2 ans après les meurtres, l'enquête du médecin légiste se déroule à la Chesterfield Coroner's Court. 2 semaines durant, des témoins défilent pour reconstituer la succession d'échecs systémiques qui ont permis à ce drame d'arriver. Des agents de probation témoignent qu'ils étaient stressés et continuellement submergés par tout ce qu'ils avaient à faire. Une agente dit avoir une charge de travail égale à 179% de ce qui est considéré comme gérable, quand l'autre en a une de 140% en moyenne. Le service de probation admet 51 défaillances distinctes lors de l'enquête, puis 6 autres par la suite, donc 57 au total. Le médecin légiste rend son verdict le 23 octobre 2023. De son point de vue, il y a eu plusieurs omissions très flagrantes, et également un très grand nombre d'actes ou d'omissions individuelles qui ont cumulativement contribué au décès. Sa conclusion est claire. Oui, c'est Damien qui porte la responsabilité primaire de ces meurtres brutaux et sauvages. Sauf que les défaillances du service de probation sont la raison pour laquelle il a pu les commettre. Il est clair que ce massacre aurait pu être évité. Malheureusement, il n'est pas possible de revenir en arrière, juste de punir l'homme qui les a commis. Revenons maintenant au procès de Damien, qui s'est ouvert le 21 décembre 2022 devant la Derby Crown Court.
Le meurtrier avait initialement plaidé l'homicide involontaire, en essayant de trouver un expert qui pouvait le déclarer inapte à être jugé. Pendant plus d'1 an, il a fait annuler de nombreuses audiences et a multiplié les manœuvres juridiques pour retarder la procédure, afin de gagner du temps. Mais le jour où le procès doit commencer, Damian change son fusil d'épaule et plaide finalement coupable des 4 meurtres, ainsi que du viol de Lacey. Le procureur décrit les faits comme vraiment hideux et épouvantables. Des attaques brutales, vicieuses et cruelles sur une femme enceinte, sans défense et 3 enfants. L'avocate de Damian, elle, essaie de sauver les meubles. Et pas bonne chance. Elle maintient que son client ne se souvient pas d'avoir commis ces crimes. Ses actions cette nuit-là restent largement inexplicables et sans motif. Selon sa défense, Damian ressent des remords sincères. Et il était vraiment heureux que Terry attende un enfant de lui. Le juge écoute tout ça sans broncher. Mais visiblement, il en pense pas moins, parce qu'il prononce une sentence implacable, prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Après ça, le juge énonce les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision. En 2022, Damian a 32 ans et un historique très important de délinquance violente. Il a tranquillement fait le tour de la maison de sa compagne pour massacrer tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. La gravité de ces crimes est donc exceptionnellement élevée. Sur la base des faits de l'affaire, considérés dans leur ensemble, la loi exige qu'il soit envoyé en prison pour le reste de sa vie. Une décision à laquelle Damian va donner du poids, parce que vous allez voir que même derrière les barreaux, il va faire des siennes. Après son procès, Damian retourne au HMP Frankland, une prison de haute sécurité dans le comté de Durham. C'est l'un des établissements pénitentiaires les plus sécurisés du Royaume-Uni, réservé aux détenus les plus dangereux. En mai 2024, environ 1 an et demi après sa condamnation, Damian attaque un co-détenu dans un atelier de la prison. L'arme qu'il utilise, un marteau à panne fendu, le même type d'outil qu'il a utilisé pour tuer Terry, John Paul, Lacey et Connie. Damian frappe le détenu 3 à 4 fois à la tête. Une agression qui le laisse dans un état critique. Un procès est prévu pour le 9 mars 2026 concernant ce nouveau crime. Mais derrière les barreaux, Damian est resté ce qu'il a toujours été. Terry lui faisait confiance parce qu'elle ne savait pas qui il était. Elle ne connaissait même rien de son passé criminel. Mais le service de probation, lui, savait tout. Et il a quand même placé un criminel sous son toit. Les 57 défaillances ne sont pas des erreurs humaines isolées, c'est le système entier qui a failli. Et des conséquences ont été tirées, même si elles sont arrivées trop tard. L'agente de probation qui avait rédigé le rapport présententiel catastrophique a été licenciée pour faute grave, notamment pour avoir faussement classé Damian comme risque moyen au lieu de risque élevé. Elle travaillait beaucoup depuis chez elle, ce qui signifie que ses collègues n'ont pas eu l'occasion habituelle de lire ou de commenter son rapport. Une deuxième agente de probation a également été reconnue coupable de faute pour avoir attribué le dossier de Damian à une stagiaire inexpérimentée. Cette superviseure, qui avait la responsabilité d'environ 30 agents en raison de pénurie de personnel dans la région, a fait appel de la décision et n'a pas perdu son emploi. En novembre 2023, le médecin légiste publie un rapport de prévention des décès futurs parce qu'il reste préoccupé. Il n'est pas convaincu que le service de probation puisse clairement enregistrer les informations sur les délinquants dangereux, ni que le personnel soit correctement formé pour gérer ces cas. Il note que les vérifications de violences domestiques et de protection de l'enfance restent généralement insuffisantes ou ne sont pas effectuées. Et il précise que cette insuffisance a été un thème récurrent dans les rapports de l'inspectorat de la probation pendant au moins les 5 dernières années. Les systèmes de protection sont gravement sous tension. Les changements promis peuvent-ils vraiment empêcher qu'une telle tragédie se reproduise ? Le médecin légiste n'en est malheureusement pas certain. En juillet 2023, presque 2 ans après le massacre, le conseil municipal de North East Derbyshire a pris une décision. Après consultation des familles, des résidents et de la communauté locale, la maison du 56 Chandos Crescent ainsi que la maison mitoyenne du 54 ont été démolies. L'emplacement a ensuite été transformé en espace vert. Faut quand même être un sacré psychopathe, non seulement pour tuer des gens, mais en plus au marteau. Ça a dû prendre un temps fou. Et rien que pour ça, j'arrive pas à croire qu'il n'était pas conscient de ses actes. Ça rejoint un peu l'affaire Marcel Hesse que je vous avais racontée sur cette chaîne. Si vous l'avez vu, vous voyez de quoi je parle. Voilà, on est arrivé au bout de cette affaire criminelle. N'oublie pas le lien en description pour télécharger le jeu June's Journey, le sponsor de la vidéo, et découvrir le coupable de ce meurtre terrible. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve bientôt. Bye.